Rentrée parlementaire, quels sont les enjeux? Les enjeux quand on sait que la session de septembre est une session consacrée à l'élaboration et aussi à l'examen de la loi des finances. Nous allons analyser ces thématiques avec les professeurs Arsène Mouaka. Bienvenue, vous êtes élu de Béniville. Merci beaucoup. Merci. Voilà, professeur, la rentrée, les budgets de 18 milliards. Mais les sociales posent des sérieux problèmes. Je ne pense pas. Puisque ce qu'on appelle social, c'est plusieurs dimensions. La première dimension du social, c'est qu'il faut d'abord exister. Nous sommes menacés dans notre existence comme État. Et dès lors, tout ce qui est fait, par exemple, comme effort de guerre, rentre naturellement dans le social, parce que la sécurité est la première condition d'une vie aisée. Et donc, s'occuper de la population, c'est faire exister l'État congolais dans son intégrité et dans sa sécurité. Et vous trouvez que c'est un budget réaliste, selon vous, les 18 milliards? Vous savez, depuis un certain temps, l'effort est fait pour essayer de faire un nivellement par le haut. Parce que pendant très longtemps, on est resté stationnaire avec 4 milliards. Et depuis un certain temps, je passe avec le gouvernement précédent, on en est arrivé jusqu'au-delà des 10 milliards. Et donc, c'est important que le pays puisse se rêver haut, puisqu'il faut regarder tout autour de nous, des petits États avec des budgets grands et avec des ressources de l'État qui se dispersent. Vous pouvez juste vous promener pour voir combien d'argent l'État congolais est en train de perdre. Et donc, il faut absolument qu'on puisse faire des budgets qui poussent le gouvernement à monter vers le haut plutôt qu'à descendre. Oui, parce que vous avez parlé d'un budget de 4 milliards dans l'ancien temps, mais avec les 4 milliards, on a vu des œuvres sociales visibles. Il y a eu Transco, il y a eu Congo Airways, il y a eu des immeubles intelligents, mais avec les 18 milliards. D'ailleurs, c'était 16, 18 milliards, mais jusque-là, des œuvres palpables ne sont toujours pas visibles. Je pense que chaque époque doit être appréciée dans son environnement et dans son contexte. Le contexte actuel, c'est un contexte assez différent. D'abord, puisqu'il y a des choses qui se font, je pense qu'il y a des infrastructures imposantes que nous avons eu à observer pendant ces 5 ans. Je m'en veux par exemple la maison des finances, puisque vous avez cité l'immeuble intelligent. Je pense que c'est quand même des choses peu comparables, mais en même temps, j'ai souligné que le social ne se résume pas seulement à des éléments qu'on touche à gauche, à droite. Et même Trasco, il y a eu des bus qui sont arrivés. Et on peut rentrer dans plusieurs structures de l'État pour voir à gauche, à droite, il y a des bus qui sont donnés à des administrations, qui sont donnés. Il y a plusieurs procédures qui ont été faites pour que l'État puisse exister. Donc le social, ce n'est pas seulement ce qui touche directement à la population, mais il y a beaucoup de choses qui touchent indirectement à la population. Et le social commence par la gratuité, par exemple, l'enseignement primaire et secondaire. Et donc, des efforts qui sont fournis jusque-là au niveau primaire peuvent être enregistrés comme des éléments de ce social qui est à citer. Dans un premier temps, vous avez parlé du social aussi, la sécurité. Il y a un problème sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait pratiquement 2 ans et demi que Bunagana est toujours occupé et nous sommes en train d'aller jusque-là, ça fait 6 ans que le chef de l'État Tshisekedi est au pouvoir, mais les problèmes sécuritaires se posent avec acuité. Aucune ville n'a été récupérée jusque-là, depuis que la guerre a commencé. Mais vous ne voyez pas qu'il y a encore un échec sur ce côté-là? Je pense qu'il y a plutôt une difficulté. Si pendant 2 ans et demi, cette rébellion n'est pas arrivée à Kinshasa, ça signifie que la situation a évolué. Parce qu'il faut faire la comparaison aussi dans l'histoire. Quand vous essayez de revoir la marche de l'AFDL par rapport à cette marche de M23, vous vous rendrez compte que même prendre le Nord Kivu, ils n'ont pas pu. Ça signifie qu'il y a des efforts du gouvernement pour contrer le même État, c'est-à-dire le Rwanda, avec ses supplétifs pour ne pas occuper. Même déjà, certains territoires ne sont pas entièrement pris. Le gouvernement continue à fournir des efforts qui sont militaires, qui sont politiques, qui sont diplomatiques. Et donc, je pense que sur ce plan-là, on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a échec. Il est vrai qu'il y a une partie du territoire national qui est occupée et
Nous pousserons comme députés nationaux pour que cette situation anormale ne puisse pas perdurer. Mais en même temps, nous disons à vous qui analysez la situation pour dire qu'il faut prendre la mesure des choses. 2 ans et demi, ils n'ont pas réussi à prendre une province. Ça donne l'espoir qu'un crapaud n'avalera pas un éléphant. Oui, mais malgré tous les efforts, jusque-là, il n'y a pas de villes récupérées. Il y a la loi sur la programmation militaire, quand bien même elle a été votée au niveau du Parlement. Mais sur terrain, c'est toujours des cris de détresse qui continuent à être poussés. Oui, nous avons été élus justement pour essayer de voir dedans. D'où vient qu'on peut donner des moyens à un gouvernement de pouvoir s'occuper d'une armée et que peut-être de manière visible, on ne voit pas de nouveaux véhicules comme il y en avait peut-être en 2011 pour les déplacements des militaires. On ne voit pas des choses visibles dont on ne cite pas pour l'armée. Et donc, les efforts seront faits pour que nous aussi, comme représentants de la population, nous puissions donner des réponses qui nous seront données et que nous puissions contrôler aussi, puisque le président de l'Assemblée l'a dit dans son discours d'inauguration que le contrôle parlementaire sera intensifié. Et il y aura même une coordination du contrôle avec la Cour des comptes, avec l'IGF, et pourquoi pas avec les inspections à la fois de l'armée et de la police pour essayer d'arrêter certains dégâts. Et je pense que nous ne nous laisserons pas faire. Je suis élu dans une de ces régions qui sont demeurées en insécurité depuis très longtemps. Je pense qu'on ne permettra pas que des moyens qui sont donnés au gouvernement soient utilisés à autre chose. Voilà, soit utilisés à autre chose, mais aujourd'hui, la situation sécuritaire, parce que vous êtes élu des Béniville, mais les ADF continuent à s'aimer la terreur. Oui, les ADF sont là, j'en reviens. Il faut noter quand même qu'il y a des efforts sur ce plan-là. Encore des efforts. Oui, il y a des efforts notables, qui sont visibles. Et je le porte à la connaissance de la nation, puisqu'on le dit très peu. Quand notre armée, bien sûr en collaboration avec une armée voisine, l'UPDF, fait du bon travail, et je pense qu'on ne doit pas continuer à lapider cette armée-là. L'est de la ville de Béni, et même à 80% la ville de Béni, et l'est du territoire de Béni sont relativement sécurisés grâce aux efforts du gouvernement de la République. Au niveau de Béni? Oui, Béniville et Béni territoire, relativement. L'insécurité reste dans le côté ouest du territoire de Béni, qui jouxte avec le territoire d'Irumu dans l'Ituri, où il y a des problèmes, et qui jouxte aussi avec le territoire de Lubero, où les ADF ont dû se réfugier après le feu qui a été ouvert par les FARDC, accompagnés de leurs alliés de l'UPDF. Et donc, nous encourageons l'armée, nous félicitons aussi l'armée pour les efforts déployés. Et ce que nous demandons comme élus de cette ville, c'est que les zones qui sont libérées de l'ADF soient organisées. Nous ne devons pas continuer à être un État qui refait la même chose. Quand des efforts ont été fournis, ces efforts doivent être consolidés. Par exemple, au ministère de l'Intérieur, on doit concevoir un programme pour organiser la population dans les zones qui sont libérées dans la région, que ce soit... Donc, au niveau des Béni, il y a des régions libérées? Oui, il y en a. Libérées par nos FARDC? Par les FARDC avec leurs alliés de l'UPDF. Ça existe. Ça existe. Et donc, dans ces zones, il va falloir organiser la population, par exemple, à 10 maisons. On appelle ça dans toute cette sous-région des Grands Lacs, Nyumbakumi. Tous les États ont ce système-là. Nyumbakumi. Oui, qui consiste à avoir un chef de 10 maisons qui renseigne minute par minute les services de sécurité et l'armée sur la présence des visiteurs. On doit savoir qui est entré chez vous, il est venu pour quelle cause, il reste pour combien de jours, il fait quel travail. Et donc, systématiquement, la société est prise en charge de telle sorte que l'infiltration de l'ennemi devient difficile. Ça s'est fait chez les voisins ougandais, ça s'est fait à Tanzanie, ça s'est fait au Rwanda, ça s'est fait au Burundi. Et je ne vois pas pourquoi le Congo ne s'efforcerait pas juste d'organiser la population, parce que ça ne coûte même pas de l'argent. Il n'y a pas de budget pour ça. C'est la population elle-même qui va faire. Il est juste question d'utiliser le pouvoir que l'on a pour dire, voilà, vous désignez celui qui sera votre chef de 10 maisons.
et qui va contribuer à amener l'armée à être plus efficace. Et ces gens-là, on les forme, on leur donne des rudiments, des notions sur la sécurité. Est-ce qu'il y a quand même de l'évolution avec cette complicité avec les UPDF, quand on sait très bien que ce sont ces mêmes Ougandais qui soutiennent l'M23 dans l'Est, alors que là, on voit un peu une certaine confiance par rapport à ces mêmes militaires qui sèment la terreur ailleurs. Je suis enseignant de sciences politiques et j'enseigne qu'on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vérifié. Et donc, j'ai été dans tous les milieux qui gèrent notre sécurité et les bouches autorisées nous ont informé que jusque-là, dans le sud de la province, on ne sait pas documenter le fait que l'Ouganda serait en train d'aider le M23, quel que soit le bruit qu'il y a. Tout ce que je sais, c'est que la collaboration entre les FARDC et la RDF rwandaise n'est pas une bonne nouvelle. Voir des Congolais collaborer avec l'Ouganda, le Rwanda ne peut pas aimer. Et le Rwanda doit pouvoir donner des informations qui divisent les deux pays pour que le Rwanda trouve la voie et passe jusqu'à Bunia et Kisangani, puisque la présence des UPDF dans cette région constitue aussi une barrière pour ces pays voisins. Et donc, je refuse de jouer le rôle, un rôle qui favorise le Rwanda. Et donc, j'attentionnerai aussi la plupart des Congolais qui me suivent pour dire il faut dire des choses qu'on a vérifiées. Et à ce jour, à cette date, l'Ouganda joue un rôle positif dans le nord de la province du Nord Kivu. Le rôle, il est positif, il a des résultats. Les ADF. Exact. Il collabore avec les FARDC et les choses évoluent bien. Mais il y a plusieurs rapports des Nations Unies et des organisations des sociétés civiles qui ont relevé l'appui de l'Ouganda ainsi que celui du Rwanda face au M23. Je n'ai jamais lu un seul rapport dans ce sens. Et je voudrais dire qu'il peut arriver, parce que dans cette région, il y a des rebelles professionnels, des gens qui ont pour travail la rébellion. Quelle que soit la nationalité de la rébellion, ces gens se déploient. Il peut y avoir des citoyens ougandais, peut-être, qui sont recrutés dans le M23. Cela ne signifie pas tout de suite que c'est le gouvernement ougandais. Mais en même temps, un régime, quand il a mis longtemps, il n'est pas aussi compact qu'on le pense. Il peut y avoir certains éléments véreux, peut-être de l'armée ougandaise, qui ont des intérêts, qui n'ont rien à voir avec l'État ougandais peut-être, qui peuvent jouer un rôle. C'est des hypothèses que j'aimais. Mais sur le plan des renseignements et des informations, rien n'est documenté sur le rôle que l'Ouganda serait en train de jouer dans le sud de la province. Sinon, si moi je tombe sur cette information, je suis de cette province, je serai le premier à les dénoncer. Mais pour le moment, puisqu'il y a une bonne chose qui profite à mes compatriotes et à mes électeurs, je la communique. Il y a un rôle positif dans le nord de la province. Nous devons apprendre à mieux parler sur l'Ouganda et à observer davantage son comportement sur notre territoire. Il y a plus de 6 millions de déplacés en interne en République démocratique du Congo, dont la moitié vient de la partie orientale, de la partie de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, ces déplacés peuvent espérer au retour dans leur demeure? C'est une catastrophe humaine. Une catastrophe humaine qui dit que les choses ne vont pas bien. Mais en même temps, un espoir pour l'avenir du pays, c'est déjà qu'ils se sont déplacés puisqu'ils ne supportent pas la rébellion. Ils ne sont pas d'accord avec cette rébellion. Et donc, se déplacer massivement signifie ne pas accepter la rébellion. Et donc, je voudrais dire qu'il y a espoir pour le pays. Ce n'est pas la première fois que ces gens nous envahissent. Nous savons qu'à plusieurs reprises, ils ont tenté, ils se sont cassés les dents. Et donc, le gouvernement de la République, le président de la République sont en train de travailler, et nous tous députés, dans ce que nous avons comme pouvoir pour la mise en condition de l'armée, nous allons travailler pour donner à l'armée les moyens nécessaires et contrôler ces moyens pour que ces moyens arrivent à destination. Et je profite de votre micro pour dire, le président de l'Assemblée nationale a souligné le fait que les moyens de l'État qui seront donnés aux services publics seront contrôlés. Et donc, ceux qui gèrent les moyens de l'armée, ceux qui gèrent les moyens de la police et d'autres services de sécurité,
ainsi que tous les autres services de l'État devront savoir que pour l'année 2025, il n'y aura pas autant de blagues qu'il y en a eu. Et je pense que les choses vont devoir changer. Et nous n'accepterons pas d'accompagner un gouvernement qui ne fait pas attention aux moyens qui sont utilisés. Sinon, nous serons les premiers à nous lever pour dire ça ne va pas. Mais pour le moment, nous sommes de bonne foi, ils sont de bonne foi et nous allons travailler pour que notre pays se relève. Et on voit cette rentrée, il y a maintenant beaucoup de contrôles parlementaires, hein, donc beaucoup de ministres sont visés. Oui, on va ressusciter le contrôle parlementaire. Et nous n'accepterons pas que le bureau de l'Assemblée nous empêche de faire notre travail. Parce que c'est ce qui tue la République. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres qui voient que la plupart, ce sont des contrôles ou ce sont des motions alimentaires. Hein. C'est-à-dire que les députés qui veulent un peu soutirer un peu d'argent chez certains ministres, alors ils transforment ça en motion. Vous savez, notre pays est particulier. Et souvent, nombreux le disent, si vous voulez que vous fassiez une analyse correcte, il faut être pessimiste. Nous avons été habitués à être pessimistes. Même ceux qui ne sont pas renseignés, ils analysent de manière pessimiste. Mais je suis d'avis qu'il y a une nouvelle législature et il y a une nouvelle volonté. Les députés sont déterminés à jouer leur rôle de contrôle désintéressé. Voilà, à jouer le rôle, il y a l'évaluation du PDL 145 territoire. Jusque-là, on n'en parle presque plus. Et c'est devenu lettre morte. Mais vous, en tant que député, comment vous comptez aussi voir clair par rapport à ce programme, à ce vaste programme qui a demandé beaucoup de moyens, beaucoup d'argent? La première ministre est passée à l'Assemblée nationale lors de son investiture pour nous rappeler que ce programme existe. Et moi, je voudrais féliciter le gouvernement qui a eu cette idée en retard, le gouvernement passé, et à laquelle la première ministre appartenait. Ils ont eu l'idée en retard, mais c'est un véritable programme. C'est comme ça que s'élaborent des programmes. En réalité, le 145 territoires. Exact. Le programme du gouvernement devait prendre cette forme-là. Quand la première ministre vient à l'Assemblée, elle devait avoir des choses concrètes qui sont mesurables, vérifiables, à communiquer à l'Assemblée nationale, qui sont bien chiffrées et même qui sont communiquées à terme d'échéance. Et donc, je félicite cette politique, nous, députés nationaux, puisque c'est l'occasion de voir la présence de l'État dans les entités où l'État n'a jamais fait une seule chose depuis l'indépendance. Nous ne laisserons pas ce programme, ce très beau programme, sombrer. Au contraire, nous allons demander, nous qui sommes élus dans les villes, nous allons demander qu'il y ait 145 territoires et 34 villes. Parce qu'il n'y a pas de raison de marginaliser les villes. Le programme passé a été présenté comme un programme pilote. Et donc nous le verrons pour que les villes soient concernées. Kinshasa doit être concerné, Béniville doit être concerné, Goma, tous les chefs des lieux de territoire doivent être concernés. Parce qu'au moins là, ce n'est pas du verbiage, là c'est du concret. Et facile à contrôler. Et donc nous contrôlerons et nous suivrons pour que le gouvernement puisse adapter ces programmes alléchants. Voilà, les programmes de 145 territoires, mais il y a encore anguille sous roche par rapport à ces programmes de détournement, parce qu'on sait qu'au Congo, quand il y a un tel programme, quand il y a un tel projet, il y a toujours un peu des brebis galeuses pour un peu extirper l'argent du contribuable congolais. Oui, mais nous voudrions les prévenir. Nous voudrions les prévenir que les choses vont changer dans ces pays. On ne va pas laisser impunis les détourneurs, des gens qui prennent le marché public et qui travaillent comme si c'était leur cuisine, qui font n'importe quoi. Je ne pense pas, mais je pense qu'il n'y a pas eu que de détournement, il y a eu du travail concret. À beaucoup d'endroits, il y a eu des hôpitaux, il y a eu des écoles, il y a eu suffisamment d'infrastructures qui ont été construites de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est un programme d'espoir. Et nous voudrions encourager le gouvernement à l'intensifier et à l'étendre même sur les villes pour que finalement nous puissions commencer la politique, parce qu'on a comme l'impression que la politique n'a jamais commencé au Congo. Parlant du contrôle, le président de l'Assemblée nationale a émis les vœux de voir chaque mercredi défiler un membre du gouvernement. Vous êtes toujours, si vous vous alignez dans cette logique? Nous nous alignons et quand c'est nécessaire, on prendra même d'autres jours. Il n'y aura pas qu'un jour pour le contrôle. Je pense que c'est un pays qui évolue avec beaucoup de scandales. Il y en a qui se font recruter au niveau du gouvernement pour penser qu'ils vont continuer à faire ce qu'on a connu par le passé.
Je pense qu'il va falloir que les gens deviennent sérieux et qu'il y ait l'équité, qu'il y ait la dignité et qu'il y ait la probité morale dans ces pays pour que finalement nous puissions démarrer comme les autres pays, comme des pays pauvres comme le Botswana, qui sont devenus aujourd'hui des pays à revenus intermédiaires, ainsi que d'autres pays qui changent sous nos yeux et des pays qui nous révoltent parfois quand les gens les citent. J'ai cité le Rwanda. Nous devons avoir des choses concrètes qu'il faut que les choses changent chaque jour dans notre pays. Alors, vous êtes des bénis pour terminer. Est-ce que la population vit tranquillement? Me semble-t-il qu'il y a trop des tracasseries. Oui, une mauvaise chose, c'est l'état de siège. L'état des sièges. C'est une mauvaise chose que nous continuerons à combattre et que pour lequel nous pensons qu'il faut qu'il y ait une décision du chef de l'État pour arrêter cette aventure. Parce que figurez-vous qu'au Nord Kivu, il y a un gouverneur militaire, mais qui n'a pas d'emprise sur les opérations militaires. Alors pourquoi avoir un militaire qui ne se bat pas? Nous avons dans les entités comme la ville de Beni, où les gens ne dorment pas, chaque jour ils sont obligés de siffler, de tambouriner de leurs bidons, leurs couvercles de casseroles, puisque des bandits opèrent toute la nuit alors qu'il y a un comité de sécurité qui peut faire le travail. Alors que c'est sous état de siège. Et c'est sous état de siège justement. Et donc nous pensons que pour des autorités comme ça, il faut le relever. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec ces autorités pour que les choses changent. Il est inadmissible que dans la ville de Goma, même la journée où tue les gens, alors que ce sont les militaires qui sont dans les communes, qui sont dans l'hôtel de ville, qui sont au gouvernorat. C'est impensable. Et donc il est très important que les choses changent et que l'état de siège, qui n'a pas de sens, qui ne profite même pas au chef de l'État, mais qui reproduit du mobutisme sans Mobutu. Et donc on est dans le mobutisme où il y a des cadres, où il y a des scéneries, où il y a des choses que vous n'avez pas connues, que nous on a connues, nous les aînés. Des choses qui ont fait que les gens disent que ça doit s'arrêter avec Mobutu et qu'il doit partir. Et donc nous pensons qu'on ne doit pas permettre aux militaires d'imposer des taxes qui n'ont pas de soubassement, de faire des jugements qui ne manquent pas de sens, ou des services qui doivent faire la guerre se traduisent à tribunaux. Et donc il y a des choses inacceptables. Nous avons travaillé avec le chef d'état-major général adjoint pour relever certaines barrières lors de nos vacances parlementaires, fermer certains cachots comme le chef de l'État le souhaitait. Mais cet effort doit être continuel et à échéance, il faut arrêter cette affaire d'état de siège qui ne signifie rien. Voilà, merci beaucoup, professeur Arsène Mwaka. Merci. Merci. Tout de suite, un deuxième invité. Télé 50, simplement congolais. Jour pour jour, Télé 50 totalise 14 ans et poursuit avec la révolution médiatique en République démocratique du Congo. 14 ans au centre de l'actualité millimétrée du pays et d'ailleurs.